Bonjour et bienvenue sur la chaîne Okalon Research pour une nouvelle aventure, j'allais dire. Pour un nouvel épisode aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va être tellement longue que je l'ai séparée en deux parties. Il y aura deux vidéos sur YouTube et ceci est la première partie. Il y a 55 slides, donc on était parti pour 2 heures plus de vidéos. Et j'ai besoin d'un break à un moment entre les vidéos. Donc j'ai décidé de le faire en deux sections et voici la première partie. Donc cette vidéo va traiter de l'auteur de la carte de Zina et puis va nous montrer des choses que on n'était peut-être pas censé les voir. On va voir ça ensemble. Alors en avant-propos j'ai vu sur et je dis bonjour à tous les membres de la page Facebook le Mystère d'Oak Island francophone. J'ai vu plusieurs personnes qui ont commencé directement par la vidéo 23, la vidéo 21. Donc si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite et je vous recommande fortement d'aller sur la playlist et regarder la playlist vidéo en français. Vous pourrez les voir dans l'ordre. Et dans l'ordre, ça a beaucoup plus de signification que de prendre des vidéos ci et là dans le site, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y en a en français, il y en a en anglais, et on peut vite être perdu. Voilà, c'est pour ça que j'ai monté les playlists. Euh, Encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, j'applique cette règle de YouTube qui permet pour des besoins de recherche d'accéder, d'utiliser des documents pour lesquels j'ai pas les copyrights et j'ai pas l'autorisation. Mais sur YouTube, il y a une tolérance vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, on va parler entre autres l'objectif de cette vidéo. Si c'était un examen de fin d'études, mon objectif est de retrouver le nom de l'auteur de cette carte et si possible l'année à laquelle elle a été écrite. C'est quelque chose que je cherche depuis 4 ans. Ma première vidéo, ou une des premières, c'est de tenter de dater les mots qui composent cette carte, de telle sorte qu'on ait une idée sur euh, quand est-ce que, au plus tôt, elle a pu être écrite, et je crois qu'on tombait sur 1640 ou quelque chose comme ça. On va voir que c'est beaucoup plus contemporain, et on va avoir pas mal d'indications au cours de ces deux vidéos. Alors, j'en discutais avec Michael l'autre jour, on a retrouvé cette photo, elle vient du show, de la série La Malédiction d'Oak Island. Ça vous donne une idée de la taille de la carte qui avait été insérée dans une des pages du livre de Anati, tel que c'est expliqué dans plusieurs livres, dans Scroll of Anteora, dans Templar Mission to Oak Island and Beyond par Zina Alpern, etc. Et je pense que c'est la seule photo qu'on ait de la taille réelle de la carte par rapport aux mains. Je pense que c'est les mains de Marty ou de Rick ou de quelqu'un sur l'émission. Et on voit que c'est une toute petite carte, c'est la taille d'une carte postale. Et on se doute déjà que d'écrire tout ce qui est décrit sur la taille d'une carte postale, c'est très compliqué. Rappelez-vous la vidéo Ian connaît la solution où on voit qu'il y a bien un petit plongeur là qui est par ici. C'est impossible de la dessiner sur cette taille de carte. Si en plus on rajoute le fait qu'elle soit codée et que la géométrie qui est cachée derrière cette carte, qui est celle d'Oak Island, telle que Michael l'a démontré, est extrêmement précise, on ne peut que se dire que cette carte, c'est une miniature de la carte initiale, qui elle devait être beaucoup plus grande pour pouvoir coder cette géométrie en la superposant probablement sur un design initial ou un plan d'architecte de Oak Island qui lui devait être sacrément vieux. Bon, on va voir ce qu'il en est, mais juste pour rappeler à tout le monde que cette carte existe, d'ailleurs, c'est déjà la première chose, c'est pas un fantasme, euh, et qu'elle a été séparée des éléments qui composaient One Year to Remember, une année à se rappeler, qui s'appelle aussi le rapport de Léon, et qui est en fait une grande partie des Scrolls of Anteora qui ont été rachetés par Bill Jackson à l'église de Cremona, d'où le quatrième nom qui décrit cette masse de documents, c'est Cremona Document, les documents de Cremon. Je vais y revenir. Cette carte fait partie de ce lot. Alors, quand on va voir les forums, ça fait quand même 4 ans que je m'intéresse au sujet, que je cherche à savoir qui est derrière cette carte, on en trouve des gens qui sont sûrs d'eux. On trouve Bill McNulty, vous pourrez trouver sa page sur internet, j'ai mis en haut à droite euh, le site internet qu'il propose. Alors c'est un américain ou un anglais, hein, c'est que en anglais, là je vous l'ai traduit. Pour lui, alors il explique, hein, c'est Jean-Baptiste Ducasse, pendant l'expédition de La Rochefoucauld, le duc d'Anville, il a toute une théorie, il a aussi une théorie sur la carte et comment la lire. Je vous laisse regarder pour vous-même.
mais ça fait partie des gens qui annoncent qu'ils ont trouvé qui était le créateur de cette carte. Bon, moi je n'y crois pas. Surtout après cette vidéo-là, je pense que vous y croirez pas non plus. Et puis quand la carte est sortie dans le show, il y a eu beaucoup de réactions de la communauté américaine au moment où elle est sortie. On a beaucoup entendu, oh, c'est un Anglais qui a reproduit une carte en français sans maîtriser l'orthographe et la grammaire, il était bourré, il a fait des ratures. Je vous avoue que c'est la première idée qui m'est passée par la tête au tout début, et c'est rapidement que je me suis rendu compte que non, c'était pas le cas. Mais je pense que c'est la croyance la plus répandue sur l'origine de cette carte. Alors, on a beaucoup de gens aussi, notamment américains, il y en a des Français aussi, moins, qui, ben, c'est marqué 1347. Donc la carte, elle est de 1347, et c'est les Templiers qui l'ont écrit en 1347, que Philippe le Bel ait oxy le mouvement en 1307, ça les dérange pas, et pour eux, c'est les Templiers qui sont arrivés en 1347 sur l'île. Et si, c'est écrit dessus. Bon, si vous avez suivi les travaux de Michael et de moi-même, 1347, c'est une distance en pied de Charlemagne, et elle sert à tracer des cercles dont le rayon est cette distance depuis les points de la croix de Nolan, entre autres, et qui permet par recoupement d'intersection de retrouver la rampe, la valve, etc., etc. Il suffit de suivre les vidéos qu'on a données. Vous noterez que quand même ici, mon ami Bill McNulty, bien que je ne sois pas en phase avec sa théorie, lui aussi explique que 1347, c'est pas une date, mais c'est une distance. Et puis, on a Donroux. Je prends une pause parce que le cas Donroux est aigu. Donc Donroux, c'est lui qui nous révèle, qui écrit et publie ce livre Scrolls of Anteora, qui est en fait un recueil c'est l'héritage qu'il a reçu de Bill Jackson, de tous les documents de Bill Jackson. Enfin, c'est ce qu'il croyait. CF, ma dernière vidéo, jusque quelques années plus tard, des membres du groupe Spartan décèdent et il reçoit d'autres documents. Mais la première source, c'est la première source divulguée, c'est les Scrolls of Anteora. Et là, il parle de la carte. Alors, je vous laisse lire, le mieux, je ne vais pas vous le lire. Vous mettez en pause, vous lisez la partie de gauche, et je la commente maintenant. Donc, il l'a obtenu de Rochefoucauld, une carte, alors, un certain nombre de pages de documents. Donc l'une, c'est une carte montrant une île ressemblant à sa forme Oak Island dans la baie de Mahon. Elle est écrite en français, elle fut reproduite dans l'île de Zina, c'est donc bien notre carte, c'est donc bien de celle-là dont on parle. Zina l'a partagée avec des personnes connectées à la recherche d'un trésor sur cette île. C'est le groupe Lagina, hein, c'est les gens de l'île, hein, c'est la production. Puis ils l'ont montré lors du show télévisé, elle est reproduite ici, c'est notre carte, c'est celle-là. Donc la première source en 2007, Donroux nous raconte, dans Scrolls of Anteora, page 311, que la carte provient des Rochefoucauld. Et il y a même un épisode de la malédiction d'Oak Island, ou le mystère d'Oak Island en français, où on a Marty et Eric qui vont voir cette dame qui est une Rochefoucauld, il lui parle de la carte, il lui montre, elle leur dit ah bah c'est évident, il faut aller à l'ouest, enfin bon, ça n'a ni queue ni tête, et en fait c'est un cul-de-sac, parce qu'on va voir qu'il ne l'a pas du tout récupéré chez les Rochefoucauld. Donc ça c'est la version de Donroux en 2007. Le problème c'est qu'il change de version en 2018. En 2018, sur le blog de Scott Walter Answers, Scott Walter répond, il y a des gens qui vont un peu le picoter, et il explique Donroux sur le forum. Encore une fois, mettez pause, je vous laisse lire. Et maintenant que vous avez lu, le plus important, c'est la suite en bas là. C'est que la carte d'Oak Island qui est entrée en ma possession en 2015, ça c'est quand il a hérité des documents de Bill Jackson, n'a jamais été liée de quelque manière que ce soit aux documents de Crémone ou aux Templiers médiévaux. Jusque là, ok. La carte d'Oak Island est une fabrication. Ah bon? Elle n'est plus achetée chez les Rochefoucauld alors? Très probablement créée par Bill Jackson. Ah bon? Donc la source de ce qui est écrit avant, c'est tout faux. Dans le cadre d'une mission de l'agence pour laquelle le Dr Jackson travaillait pour mettre en place intentionnellement un méchant associé au scandale P2, à la fin des années 70. Alors P2, ça existait, c'était une loge maçonnique qui a failli prendre le pouvoir en Italie et qui aurait participé à la tentative d'assassinat ou à l'assassinat, je ne sais plus, d'un pape. Bon, j'en sais pas plus, mais ça a existé. Peu de temps après avoir découvert la carte d'Oak Island cachée dans les pages d'un livre en 2015, donc cette carte-là toujours, j'ai montré la carte à Madame Alpern, qui a immédiatement supposé qu'elle était liée à l'histoire du document de Crémone,
les Cremona Document, donc A Year to Remember, donc cette histoire des premiers Templiers en Amérique en 1160, je crois, c'est pas 60, c'est 68. On va après, on a la bonne date. À l'époque, j'étais pas même moi-même certain de l'association de la carte, etc. Jusqu'à ce que je trouve récemment la lettre ci-dessous, celle-là à droite, dans mes volumineux dossiers qui replace la carte d'Ocaland dans un contexte approprié. Ma seule implication a été de graver blabla. Donc, en 2007, il nous dit qu'elle a été achetée chez Les Rochefoucauld et maintenant il dit que c'est Bill Jackson qui l'a fabriquée lui-même. Pour faire croire à des gens d'une loge P2 quelque chose à propos, ça n'a ni queue ni tête. Euh, voilà la lettre dont il parle, qu'il a retrouvée, qui explique. Alors je vous la traduis vite fait les parties importantes. Nous avons besoin de venir avec les moyens pour faire croire à Propaganda Duo qui veut enchérir sur la lettre de Ellie sur laquelle à l'arrière est imprimé un design qui semblait une solution au trésor d'Oak Island, etc., etc. Nous avons décidé donc il fabrique un faux qui est la carte pour la donner à P2. Le problème de ça, et ça a été débunké par plusieurs personnes, c'est que ça aurait été écrit en 1979, et quand on regarde la police et l'imprimante, ça c'est une imprimante moderne qui a imprimé ça. C'est pas une machine à écrire de 79, c'est pas une imprimante IBM à Marguerite, comme on les appelait, ou à boule, les plus récentes après, ça n'a rien à voir. Ça c'est une imprimante à jet d'encre, ou un laser qui a fait ça. Donc ça, pour nous, enfin pour beaucoup de gens, y compris moi, ça c'est un faux. On ne sait. En fait, on ne sait pas pourquoi si, on commence à se douter. C'est que cette carte est hyper importante. Et voilà une façon de dire non, elle ne sert à rien, c'est une fabrication, oubliez-la. Mais c'est raté, parce que c'est évident qu'on nous ment. Et la signature ici, on a retrouvé que c'était une copie d'une signature de Bill Jackson qui a été prise dans un autre document de Bill Jackson. Donc il y a une tentative de Don Roux et de Scott Walter de maquiller la vérité. En tout cas, si on ne sait pas la vérité, ça ne peut pas être ça. Ça, c'est trop gros. L'imprimante, ça ne marche pas. Et cette histoire incroyable de j'ai retrouvé au fin fond d'une pile de documents bien plus tard, non, c'est trop gros. À la limite, l'histoire de Rochefoucauld, la première était meilleure. Donc voilà un peu ce qui traîne sur Internet en termes de croyances sur d'où vient la carte qui l'a faite. Ouais, je vous ai mis un zoom ici des caractères. Vous voyez que c'est de l'Arial, c'est du Time New Roman, je sais pas, mais ça n'a rien à voir avec les polices de caractères qu'on avait en 1979. Hein. Il n'y avait pas d'imprimante à jet d'encre, il n'y avait pas d'imprimante laser, c'était à percussion. C'était une boule ou une marguerite qui venait frapper, ça donnait pas ça du tout. Enfin. Il y a un de mes viewers, je sais plus si c'est la chaîne française, si c'est la partie US, si c'est par email, si c'est sur Facebook en message. J'ai passé 1 heure et demie à chercher aujourd'hui qui m'avait envoyé ce tuyau. Mais quelqu'un, et je suis désolé mais je le remercie, j'ai plus le nom, m'a envoyé un lien en disant tiens, il y a cette vidéo de Scott Walter, tu dois la connaître, qu'est-ce que t'en penses? En fait, je la connaissais pas. Et en fait, donc, je suis arrivé sur cette page qui me donnait, qui s'appelle Encyclopédia Masonica. Et alors, je le fais jamais, je sais pas l'intuition, ou je ne fais jamais ça, mais là, sur la page, je suis allé voir le à propos. Qu'est-ce que c'est que cette page? Cette chaîne n'est pas monétisée. Et son intention, elle est utilisée comme backup de contenu difficile à trouver. Alors attention, accrochez-vous, quand j'ai vu ça, j'ai vu du petit lait. Par exemple, la présentation de Scott Walter a soudainement disparu de YouTube sans avertissement. Alors j'ai récupéré une copie et je l'ai repostée ici comme backup pour que d'autres personnes puissent la voir. Si vous en avez le copyright et vous voulez que blablabla. Donc, d'une part, on me pointe vers cette vidéo et d'autre part, j'apprends que on veut pas on veut pas que je la voie, on veut pas que quelqu'un, probablement Scott Walter, c'est lui qui a dû la publier, l'a enlevée. Alors ça, c'est d'autant plus intéressant. Et en fait, en regardant cette vidéo, lentement, sans aller trop vite, eh bien, Scott divulgue des messages, ça se passe dans un séminaire, et on voit des images qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et je vais vous les montrer, parce qu'elles vont nous être utiles. Donc Scott qui ne veut pas qu'on voit ces images, ben on va s'en servir. Il y a un autre site, du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur les présentations et les séminaires que Scott Walter avait fait au cours des 2 dernières années, puisque c'est
C'est là qu'il a commencé à divulguer le fait qu'il avait les éléments de Don Roux et qu'il commençait à les publier, qu'il préparait un livre. Et il y a un deuxième site qui s'appelle Cosmic Summit, un peu conspirationniste, mais bon. Il y a toute une vidéo qui s'appelle Classroom, Scott Walter and Haley Ramsey. Il y a des choses intéressantes et aussi des documents là-dedans. Et on va les voir ensemble et on va s'en servir. On y va? Je vous présente les 5 documents qu'on va étudier ensemble. Certains vont prendre un peu de temps à étudier, d'autres vont aller assez rapidement. Il y a ce premier document qui n'apparaît dans aucun livre ni de Don Roux ni de Scott Walter et qui a été présenté lors d'un de ces séminaires. Il y a ce document. On va y revenir, hein, on va les étudier en détail. C'est une carte, mais c'est une sacrée carte. Il y a ce document. C'est une liste dont une partie est cachée par Scott Walter pendant sa présentation. Hein, en gros, ça a été shooté sur un écran et quelqu'un a filmé l'écran. Voilà ce que Scott Walter nous montre aussi. C'est une carte. Et il y a du texte en dessous. Sur une valise. Voilà le document numéro 5. Ceux qui ont suivi une vidéo précédente et qui ont l'œil, oui, c'est une copie manuscrite du livre des guerres du Seigneur, The Book of the War of the Lord, qui est un livre qui est cité dans la Bible mais qu'on n'a jamais retrouvé. Et c'est une copie manuscrite. Voilà. Donc c'est les 5 documents qu'on va étudier sur ces 2 vidéos, et puis on est parti sur le document numéro 1, et c'est basé sur ces 5 documents qui ne sont pas disponibles dans la littérature au public ou autre. On va voir ce qu'il nous révèle. Ce premier document, donc ça dure 1 seconde et demie sur la vidéo, il faut avoir l'œil. Hein. À un moment, il nous montre quelque chose, et il passe tout de suite à la slide d'après, il n'y revient jamais. Il nous montre ce document à gauche, qui est écrit en français, on va l'étudier, et à droite, il montre une traduction en anglais, uniquement des 4 premières lignes. Et c'est fini, on ne la reverra plus jamais du séminaire, il ne la remontrera plus jamais. Un peu comme s'il l'avait montré, il l'avait regretté, il est passé à autre chose. Nous, on a fait le travail, j'ai fait le travail. J'ai fait le travail de reprendre le texte et de l'écrire à gauche en caractère d'imprimerie. Pareil, vous faites pause, je vous laisse le lire et on se retrouve dans 1 seconde. Voilà, votre pause est finie. On va le voir ensemble. Il y a énormément d'informations dans ce document. La personne qui écrit, on ne sait pas en quelle date, mais on va le deviner. La personne qui écrit dit « Je suis le dernier de mon nom ». Je suis le dernier de mon nom. Cliffus Licinus. Ah, ça commence tout de suite. Ça a dû. C-L-Y. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu le plein écran. On va y retourner. Là. C-L-Y. Ah, bah décidément, ça ne veut pas aujourd'hui. Je suis désolé de ces problèmes techniques. C'est bien la première fois que ça m'arrive, ces problèmes de direct. Alors, reprenons. On était là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On va faire comme ça. Hop. Ah, parce que j'en ai 2 l'une derrière l'autre. Ah, mais c'est ça. Si je fais ça, L, Y, voilà. Je suis le dernier de mon nom, c'est L, Y. Cliffus Licinus Iserbo, Y-Z-E-R-B-O. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que Cliffus Licinus a navigué avec les Gotlanders. Les Gotlanders, c'est une île Gotland à côté du Danemark. Et donc, il a navigué avec eux en 1158. Et le même Cliffus Licinus a navigué avec les pauvres chevaliers du Christ, c'est-à-dire les Templiers, de 1174 à 1180. Ça, c'est les dates de A Year to Remember. Encore une fois, A Year to Remember, c'est une partie des Scrolls of Anteora, qui s'appelle aussi le Cremona Document, et dont Bill Jackson avait donné comme nom initial les fichiers De Leon, The De Leon Files. Et A Year to Remember, c'est le récit du voyage en Nouvelle-Écosse, qui n'a pas duré 1 an, qu'en a duré 6, en effet. Ensuite, on nous dit, j'arrive pas à effacer, c'est pas ma journée, Cliffus Lysicus, donc il y a un problème entre le N et le C, mais on sait que des fois il y a des erreurs. Attendez, je vais arrêter ce massacre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on va revenir là. Hop. Et donc moi je pense que c'est toujours le Cliffus Licinus. Hein. On le voit ici, là, avec les pauvres chevaliers du Christ. Là, en effet, c'est un C qui est écrit, mais je pense que c'est la même personne parce que, en fait, dans le reste des documents, on ne trouve que des références à des Cliffus Licinus. Lié à Fiammetta Capelli, je ne sais pas qui c'est, on va le voir dans un instant, a travaillé avec De Léon
De Léon, ça me parle si j'ai lu les Scrolls of Anteora de cette période-là. Il y avait un De Léon dans l'histoire. Ponce de Léon. Et Giovanni da Verrazzano. Si vous êtes bon en histoire, vous savez déjà qui c'est. Moi, je l'ai appris en faisant cette vidéo. Je ne connaissais pas l'importance de cette personne dans l'histoire de France. Il a travaillé avec eux en mars 1524 pour tracer le fleuve Jourdain. Alors, le fleuve Jourdain, on en connaît un, c'est en Israël, évidemment, le Jourdain. Mais on ne parle pas d'Israël, ils ne sont pas allés tracer le fleuve Jourdain. Donc ça a une signification, on va voir ensemble ce que ça peut être. Donc cette personne qui continue à écrire, je suis le dernier de mon nom, il dit, je compile leurs œuvres, donc je travaille encore en ce moment, et je compile les œuvres des deux Cliffus, Licinus, avec celles de Pedro Alonzano Nino, on va voir qui c'est, très important personnage dans l'histoire de l'Occident. Les cartes d'Antonio Zeno, si vous vous intéressez un peu au sujet, vous savez que c'était des premières cartes qui tendaient à montrer la présence de l'Amérique et du monde. La carte de l'acolyte du père Richard, on ne sait pas qui c'est, et je n'ai pas trouvé. Et celle de moi-même. Alors après, le père Richard, j'ai pensé au fils Richard, Richard Cœur de Lion, le fils le lionceau. Non, on arrête tout de suite, ça va, on ne sait pas qui c'est. Et mes cartes à moi. La personne, il a donc lui-même des cartes. Il continue à nous dire que seuls 3 de notre gamme, c'est une façon intéressante de dire de notre confrérie, ont été des créateurs de graphiques. Nous sommes connus par nos sceaux. Donc, il explique qu'à travers le temps, si tout ça est vrai, hein, et c'est toujours la supposition de ces documents, sont-ils authentiques, et cette histoire que nous servent Don Roux et Scott Walter est-elle la vraie, seules 3 personnes ont été des créateurs de graphiques. Donc les Licinus, là les 2 premiers et lui-même. Parce que on considère que Pedro Alonzano, il ne fait pas partie de la gamme, Antonio Zeno, c'est pas la confrérie, l'acolyte du père Richard, non, mais lui, oui, et les 2 Licinus, les premiers, oui. Nous sommes connus par nos sceaux. Donc il y a 3 sceaux, il y a des sceaux, chacun a son sceau. Chaque Cliffus Licinus a son sceau. En 1308, il était marqué où se trouve un morceau de croix et de son sang avec celui de sa lignée. On a parlé de Jésus, la croix, le sang, la lignée. Donc en 1308, il était marqué où se trouve. Il était marqué sur quoi? Sur un des documents, j'imagine. Et je pense qu'il n'y est plus, ils l'ont enlevé, la marque. Où se trouve un morceau de croix et de son sang avec celui de sa lignée. Que les vrais croyants les récupèrent contre Rome, contre l'Église catholique romaine, les vrais croyants. Donc ce qu'il a cherché, c'est quelque chose qui dérange l'Église. Et d'autres idolâtres. Et il y a ce chiffre qui est une date, puisque c'est en chiffre romain, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est peut-être la date à laquelle cette ligne a été écrite, je ne sais pas. Et une tentative de les récupérer fut faite en 1643, mais échoua. Il va falloir qu'on regarde dans l'histoire d'Oak Island, qu'est-ce qui s'est passé en 1643. Est-ce que c'est l'expédition du duc d'Anville? Je ne crois pas que c'est à cette époque-là. Et il va falloir regarder qu'est-ce qui s'est passé sur cette fameuse tentative, 1643. Beaucoup de nos lignes se sont cachées dans les noms des autres. Beaucoup de nos lignes je ne suis pas sûr, nos textes, ou alors nos noms, se sont cachés dans les noms des autres, car être un fabricant et un lecteur de cartes est un lourd fardeau suivant une malédiction. Et ils étaient que 3 à maintenir les cartes. Maintenir. Recherché par les riches et avides de profit de base, quelle serait la valeur si vous gagnez le monde mais perdez votre âme? La vérité vous libérera, qu'on trouve souvent dans les Scrolls of Anteora. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une citation de Jean. Et enfin, il finit, car là où ton trésor sera aussi ton cœur, c'est dans Matthieu 6, 21. Et on voit ici les 3 signatures, les 3, comment il a appelé ça? Sceaux, c'est les sceaux. 3 Cliffus Licinus, C-L-Y. Ils sont là, hein. C-L-Y. Seulement, 3 personnes, 3 protagonistes apparemment, qui signent différemment. Alors, j'ai même, de tout ce que j'ai trouvé, je vais partager, il serait même possible que celui-ci soit une lignée de cartographes. On verra, je ne suis pas sûr de mon coup. Je découvre en même temps que vous, hein, je travaille en même temps que vous. Tout ça est très frais, ça m'a mis énormément. Il y a beaucoup de recherches derrière cette présentation aujourd'hui, beaucoup de recherches. Allez, allons voir. Le premier Cliffus Licinus, celui qui a voyagé 2 fois en Amérique du Nord, 1158 et de 1174 à 1180. Ben, on nous en parle dans Scrolls of Anteora, page 219. Cliffus, qu'ils avaient récupéré sur le voyage aller sur une des îles, parce qu'ils connaissaient la cartographie et les eaux qui étaient devant eux, on le verra après. Cliffus a cependant choisi de vérifier ses mesures le lendemain à la tombée de la nuit. Donc là, dans l'histoire de Scrolls of Anteora, on est assez avancé, ils ont débarqué, ils sont à l'intérieur
de la Nouvelle-Écosse en direction de New York, en gros, hein, de la rivière Hudson, dans les Catskills, pour aller chercher le temple de la déesse Altomera, qui s'appelle le temple d'Onteora, d'où le livre Les parchemins d'Onteora, les documents de Crémone. Vous voyez le livre de Donroux à gauche. Je continue. Et comme il était au travail, une pluie a commencé et il a crié Oh, Astaroth! Et sur cette parole, un éclair a frappé son métal, son armure, et il a été tué alors que la pluie se transformait en neige. Donc ça, c'est pendant le voyage de 1177 à 1180. Il est mort là-bas. Et il n'est pas revenu. Ce qui est intéressant aussi, c'est le Oh Astaroth. Astaroth. En fait, c'est la déesse Astarté. Et Astaroth, ou Astaroth, c'est le démon Astaroth. Elle servit de base au démon Astaroth, et c'est ça qu'il dit, hein. Astroth, non, il manque un A. Ce qui est le pluriel de Astrat en hébreu. En hébreu. Et intéressant, elle s'appelait Tanit chez les Carthagènes. Si on lit le livre de Zina Alpern, son livre à elle qu'elle a publié plus vite que Donroux eut le temps de sortir le sien, en divulguant ce que Donroux allait faire, et ça l'a rendu dingue évidemment. Si on lit son livre, on se rend compte qu'elle est persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de Tanit dans cette histoire de Antéora et de temple, de déesse. Est-ce que c'est pas ça qu'il vénérait? En tout cas, le Cliffus Licinus, au moment où il se prend la foudre, il hurle Oh Astaroth ou par Astaroth, oh Astaroth. C'est ce dieu-là. Et par contre, Astaroth, c'est l'orthographe en hébreu. Hein, on le retrouve ici. Astaroth en hébreu. Sinon, c'est Astarte ou. Il y a Choska, je vous laisse lire. Quoi. Donc ça voudrait dire que Cliffus parlait hébreu. Et pas qu'il était hébreu, mais au moins il le parlait. En tout cas, au moment de sa mort, comme on aurait dit nous, oh Jésus, ou oh mon Dieu, ou je ne sais pas dans quelle religion ce qu'on s'exclamerait, lui, ce qui lui est venu à la tête, c'est Astaroth, Tanit. Intéressant. Dans ce livre de Zina Alpern, qui est en bas à droite, là, j'ai fait un scan de la couverture, en fait, elle a copié ce qu'il y a dans One Year to Remember, dans le voyage, dans le récit du voyage. Hein. On trouve les mêmes sur le livre de Donroux. Elle explique au début du voyage, hein, c'est la fin de Cliffus Licinus, là qu'on a vu la page d'avant, il est mort. Mais comment il est arrivé dans cette histoire? Nous avons mis les voiles au nord-nord-ouest depuis le pays de Galles, jusqu'à arriver sous l'étoile du Nord, puis ouest pendant 14 jours. Il y a une douzaine de huttes en terre séchée ici, mais l'hospitalité est bonne et on prend bien soin de nous. D'ici, donc de ce village en hutte de terre séchée, ça n'a pas l'air d'être une grande mégalopole, hein, nous embarquons un homme nommé Cliffus qui dit avoir des connaissances des eaux devant nous. Si ça se trouve, il n'en a pas, il dit que 2 navires restent ici, 4 mirent les voiles et nous arrivons sur une île recouverte de chênes où un navire est rempli de bois et retourne d'où il vient. Alors cette île remplie de chênes, Zina on conclut que c'est Oak Island, Donroux dit c'est pas possible, c'est hors de question, ça peut pas l'être, on n'a aucune preuve, bref, on ne sait pas. Ce qui est intéressant quand même, c'est de lire, ils sont partis depuis le pays de Galles, donc ils sont partis, le pays de Galles, on va dire que c'est cette partie-là. Ils sont partis au nord-nord-ouest, donc ils sont partis dans cette direction-là. Hein, ils sont peut-être partis de l'île de Man, c'est peut-être ça aussi l'atterrissage. On nous parle du pays de Galles, mais est-ce qu'ils considéraient que l'île de Man faisait partie du pays de Galles? Ça recouperait les indications qu'on a sur l'importance de l'île de Man dans ce premier voyage. Jusqu'à arriver sur l'étoile du Nord, puis ouest pendant 14 jours. Alors, jusqu'à arriver sous l'étoile du Nord, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ouest 14 jours, ça fait un bout de chemin. Ça fait la traversée, c'était la vidéo que j'avais expliquée, qu'en 17 jours, on traversait traversait pas l'Atlantique. On passait de l'Islande au Labrador. Et donc, du Labrador, après en quelques jours, on arrive à Oak Island grâce au courant. Donc, ils auraient récupéré Cliffus. Je crois que j'ai manqué le L quand j'ai. Ouais, c'est bien Cliffus, hein, j'ai mangé le L, pardonnez-moi quand je l'ai écrit. Mais ils récupèrent un Cliffus jusqu'à arriver sur l'étoile nord, puis à l'ouest, il y a une douzaine de huttes en terre séchées et l'hospitalité est bonne. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de Lansomedo, qui est le premier tentative de colonie? C'est un peu fort, mais c'était un village de vikings installé au Labrador, retrouvé, certifié archéologiquement. Et là, il y avait un Cliffus qui connaissait les eaux devant, c'est-à-dire les eaux vers Oak Island et vers la baie de Mahon.
et qu'ils l'ont récupéré là, parce qu'une douzaine de huttes en terre séchée, ça correspond plus ou moins, c'était des pierres, ça pourrait être ça, hein, ça pourrait être l'Ansomédo, à voir. Donc le Cliffus, il a bien un Cliffus qui a fait partie du premier voyage, et qui est mort sur place par contre. Alors est-ce que Cliffus était irlandais? Ou était-il gallois? Ou était-il, je sais pas, mais il parlait hébreu, apparemment. Il vénérait Tanit. Mais c'était un gars du Nord qui connaissait les eaux en Nouvelle-Écosse. Donc on nous parle de Verrazzano, si on relit là, celle-là. Donc ça c'était la première partie, c'était le premier Cliffus. Ensuite on a un Cliffus lysicus, mais je pense que c'est Licinus, lié, parce que ça c'est des trucs codés qui ont été décodés je pense, hein. Et il y a peut-être des erreurs dans le codage ou dans le décodage. Il a travaillé avec De Léon en 1512 et avec Giovanni de Verrazzano en mars 1924 pour tracer le fleuve Jourdain. En mars 1524, pardon, évidemment. Le voilà, moi je connaissais pas, et en fait ça a été quelqu'un qui a eu pour l'histoire de France, c'est un grand personnage, hein. Il était florentin, mais il travaillait pour le compte de François Ier. Il a reçu comme mission de découvrir une voie maritime permettant de gagner l'Asie des épices en contournant le continent américain par le nord-ouest, par le nord du Canada. Donc il cherchait un passage toujours vers l'Asie, comme colon, officiellement, hein, officiellement. Mais là il le cherchait par le nord. Il remonta la côte vers le nord jusqu'à une rivière qu'il baptisa Vendôme, et qui sera plus tard appelée Hudson. Quand on connaît l'importance de la rivière Hudson dans Scrolls of Anteora, euh, c'est pas Hudson qui l'a découvert, ça c'est arrivé plus tard. C'est lui, et il l'a appelé Vendôme, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est le découvreur de la rivière Hudson. À son embouchure naîtra plus tard la ville de New York, que lui baptise New Angoulême, Nouvelle Angoulême. C'était le premier nom de New York, avant de devenir New Amsterdam, Nouvelle Amsterdam, puis devient New York. Ce fut le premier contact officiel d'un Européen avec le territoire des futurs États-Unis, exception faite de la Floride. Donc c'est très très tôt, hein, dans l'histoire. Il poursuit sa route vers Terre-Neuve, donc il remonte Terre-Neuve. Il va passer devant Oak Island, devant la baie de Mahone. Il représente l'embouchure du Saint-Laurent, etc., etc. Et il était là bien avant Chaplin, et il a donné ses cartes à Chaplin. Autre chose très intéressante sur ce personnage, elle commence là. Enfin, je vous laisse lire évidemment. Ils découvrirent l'estuaire du fleuve Hudson et fut séduit par la richesse de cette région qui est maintenant New York. Il mérite donc que l'on ait donné son nom à l'un des gigantesques ponts qui traversent le fleuve dans la ville. Il relâcha dans la baie de Newport. Normalement, si vous êtes accro à Oak Island et à tout ça, Newport, ça vous parle. Newport Tower, la tour de Newport, qui était là bien avant les colons, et qui a été fait par les Templiers. Je vous montrerai des photos peut-être. Je vais vous montrer où c'est en tout cas. Mais il relâche dans la baie de Newport. Peut-être qu'il savait que la baie de Newport était très calme et très appropriée pour faire un repos, puisque d'autres personnes avant lui y vivaient, des Occidentaux, à Newport. Ça portait pas encore ce nom. Aussi l'avait-il appelé le refuge, la baie de Newport. Et on verra que la tour de Newport, par les Templiers, elle était appelée l'Observatoire. C'est marrant ces noms, hein, qu'ils donnent à cet endroit. Il résida une quinzaine de jours, fraternisant avec la population autochtone, qui était déjà peut-être habituée à voir des Occidentaux. Et il poursuivit son chemin jusqu'au Canada, aux abords de Terre-Neuve, et en plus de ses provisions, il mit le cap vers l'est, donc il passe devant la baie de Mahone et la Nouvelle-Écosse. Et donc on nous dit que Cliffus Licinus a travaillé avec lui. C'est marrant, hein. Là, je l'ai remis en bas. Cliffus Licinus, Lia Fiammetta Camilli, a travaillé avec De Léon et Giovanni en mars 1524. Or, après une escale près de Madère où la Normande avariée pris le chemin de la Dauphine, ils étaient partis à 3 bateaux, mais il y en a 2 qui ont eu des avaries dans une tempête, il n'y a plus que la Dauphine. Tout ça là, c'est la Dauphine, c'est un seul bateau. La Dauphine, elle part de Madère, clap plein ouest le 17 janvier, tout début d'année 1524. Or, on nous dit que Cliffus Licinus, il a travaillé en mars 1524. Le 7 mars, elle atteignait le continent américain. Donc ça veut dire que Licinus, il était à bord. Il n'a pas pu travailler avec Giovanni de Verrazzano depuis la France, ou l'Europe, ou n'importe où. Verrazzano, le 7 mars, il était en face de l'Amérique, du continent américain. Ça doit vouloir dire que Cliffus Licinus était à bord, avec ses connaissances de ses ancêtres, des autres Cliffus Licinus, à propos de Oak Island, à propos du trésor des Templiers. Peut-être qu'il les surveillait,
Peut-être qu'il était là pour s'assurer que personne n'allait faire un tour là où il fallait pas. Peut-être à l'inverse, on ne sait pas. Mais il semblerait, si ces deux documents sont vrais, celui-là je pense qu'il est absolument vrai, parce que c'est l'histoire officielle de Verrazano, et celui-là de Scott Walter et de Don Roux, enfin de Bill Jackson en fait, peut-être vrai. Et puis le Pedro Alonso Nino, alors on nous en parle quand de celui-là? Pedro Alonso Nino, on nous en parle, Lifus, il a travaillé avec De Léon, et après je compile leurs œuvres avec celle de Pedro Alonso Nino 1494. Donc cette personne-là est en train de compile des œuvres. Je note que c'est un français très moderne, le ou a un accent grave, là ou ton, les accents y sont recherchés avec un accent aigu, c'est du français moderne. Ça, je pense, 1908 ou 1965, on verra. Mais on nous parle des œuvres de Pedro Alonso Nino. C'était qui? Je ne connaissais pas, moi, Pedro Alonso Nino. Allons voir. C'est ce monsieur. Eh bien, j'ai traduit là, c'est son wiki, je vous l'ai traduit. Il a exploré les côtes ouest de l'Afrique dans ses premières années. Nino a guidé, il a guidé Christophe Colomb et a navigué sur l'océan Atlantique en pilotant le Santa Maria. Il y avait trois bateaux de l'expédition Colomb. La Nina, la Pinto et la Santa Maria. C'est ça, je crois. Hein, la Nina, la Pinta, la Pinta, la Santa Maria. On apprend ça en primaire. Lors d'expédition de Colomb en 1492. Donc, les cartes qu'il avait, Pedro Alonso Nino, apparemment, elles ont été compilées aussi par Cliffus Licinus, celui qui nous écrit la lettre. Intéressant, hein? 1492. Alors là, on nous parle de 1492, on nous parle de 1499, donc c'est à son retour. C'est intéressant, hein? Continuons. Alors, on nous parle de la rivière Jourdan. Moi, j'en ai trouvé une. La rivière Jourdan qui a été explorée avec des Verrazano. Mais, alors, j'en ai trouvé une à côté du Mississippi. Mais jamais on nous raconte que ces personnes-là, en tout cas, sont parties vers le Mississippi. On a la rivière Jourdan en Israël, mais non plus. Et puis, c'est tracé la rivière Jourdan. On a celle-là qui est vers Montréal. Et voilà, voilà son chemin, hein, elle est là, hop, 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 c'est ça, c'est la rivière Jourdan. Pourquoi l'explorer? On sait que Montréal, il y a sur la division du Canada, la division de l'Amérique, à partir de quand ça appartenait aux Français, aux Espagnols, aux Anglais, il y a des lignes et des points particuliers de Champlain à foncer pour pouvoir mettre des marqueurs. Est-ce que ça fait partie de ça? J'en sais rien. Parce que là, on est peut-être, enfin tard, on est en 1499, quoi. Donc il y a déjà eu 2-3 explorations. On n'est pas encore du temps de Champlain. Je sais pas. Mais voilà ce que j'ai trouvé sur la rivière Jourdain. Donc ça, c'est le premier document, qui est déjà très intéressant. On va juste le relire une dernière fois ensemble. Naviguer avec les Gotlanders, donc il avait fait un premier voyage avec les gens du Danemark, des Vikings, hein, si on veut tout résumer et tout caricaturer. Hein. Puis une deuxième fois avec les Templiers, donc la connexion elle est là. À combien d'années? À 10, à 16 ans d'écart de voyage. Ensuite, il a travaillé avec des grands, De Léon, Giovanni de Verrazzano. C'était des gens donc c'était des cartographes, les Liffus Licinus. Il nous l'explique. Il y en avait que trois qui faisaient des cartes. Donc c'est trois de notre gamme. La gamme, je pense que c'est Cliffus Licinus. Ça, c'est le nom de la gamme Cliffus Licinus. Il n'y en a que trois qui ont été des créateurs graphiques. Nous sommes connus par nos sceaux. Je pense que c'est les trois sceaux des trois créateurs graphiques. Il peut y avoir d'autres sceaux de Cliffus Licinus qui ne soient pas des créateurs graphiques. C'est comme ça que je l'interprète, moi. Allez, on avance. Le document numéro 2. Alors, le document numéro 2, on le retrouve, je crois, dans le Scrolls of Anteora. On l'a, donc il n'y a rien de très très neuf. À part que dans les présentations de Scott Walter, dans ses séminaires, il montre cette page et il masque cette zone. Alors, on se dit, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. En fait, qu'est-ce que c'est que ce document? Vous voyez des numéros 1, 2, 3, 4. Et en fait, c'est la description des marqueurs sur une carte du premier voyage, étape par étape. Ici, on a fait ça, on est arrivé là, voilà ce qui nous est arrivé à ce point-là. Et on va voir que c'est reporté sur des cartes, comme ici, sur une des cartes. On voit là 21, 2, 3, 21, 20, 21, 22, 23. Donc c'est la transcription. Alors c'est là où Scott Walter, je l'adore. Dans le séminaire qui s'appelait Lost Book of the War, celui qui l'a retiré, il montre ceci en cachant cette zone. Et dans l'autre séminaire,
Et ben la partie cachée, ça serait la 22, hein, c'est ça, la 22. Ben, la 22, il nous la donne, donc c'est plutôt rigolo. Puis alors on comprend pas pourquoi il l'a cachée, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Il nous dit juste que ici, c'est la baie de, c'est Newport, justement, la baie de Newport. Et c'est là qu'était construit la Newport Tower, la tour de Newport, par des Templiers probablement. Et c'est ce qu'il appelle l'observatoire. Et ça a été créé avant. Ah non, c'était créé là. L'observatoire est en train d'être construit ici. La hutte des observateurs de la journée est sur la droite et la hutte des observateurs de la nuit est sur la gauche, probablement pour positionner les entrées de la tour par rapport à des phénomènes astraux. Euh, le champ des mesures est entouré d'un mur de pierre qui les sépare des pics en bois et autres planches. Henri reste ici pour superviser la construction. Est-ce que c'est Henri Sinclair? C'est pas écrit spécifiquement. Et puis là, on a le point jaune, là, 23, c'est il y a un cours d'eau fraîche, et puis etc. Intéressant, ici, on a le trésor. C'est pas Oak Island, hein. Il n'y a pas que Oak Island dans cette histoire qui est impliquée en termes de trésor. Il y en a un paquet de dépôts de trésors. Mais celui-là, en tout cas, il est là, et il l'a repris en violet, The Place of the Treasure. Donc ce document qui est caché, en fait, il le dévoile lui-même. Et on va s'arrêter là pour la première partie. Ça fait déjà une demi-heure. Est-ce que j'ai raté des choses? Je ne crois pas. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur laquelle on va découvrir un peu plus sur ces cartes et sur ce Cliffus. À tout à l'heure.